Ah, vous n'avez pas besoin d'être agressif comme ça, en plus, vous avez bien, vous le savez. Je pense que vous y gagneriez à parler plus tranquillement, plus sereinement, plus... Ouais, peut-être soyez un petit peu provocateur quand même. Alors, on en est où? Tout à fait. Numéro 11, Denis Savon. Alors, est-ce que vous me permettez de vous faire des versions un petit peu raccourcies? Ce sont des dossiers qui sont assez longs. Donc, alors, proposition de transfert de la compétence au plan local d'urbanisme à la communauté de communes du pays réuni d'Orange. La loi LUR rend obligatoire le transfert de la compétence pour élaborer un plan local d'urbanisme intercommunal, PLU, aux communautés de communes et communautés d'agglomération, sauf si une opposition du conseil municipal intervient avant le 31 décembre. La compétence PLU permet à la commune de déterminer librement l'organisation de son cadre de vie en fonction de ses spécificités locales, d'objectifs particuliers de préservation patrimoniale ou naturelle selon des formes urbaines qui peuvent différer d'une commune à l'autre. Les documents intercommunaux de planification, projets arrêtés du SCOT du bassin de vie d'Avignon viennent par ailleurs compléter le volet urbanisme communal, que ce soit en termes de déplacement, d'habitat et de développement économique. Le PLU communal doit être compatible avec l'ensemble de ces documents de planification supérieure. Compte tenu de ces éléments, les élus de la commune d'Orange considèrent que le transfert de compétences en matière de PLU à la CCPO n'est pas opportun et souhaitent s'y opposer pour le moment. Il est donc demandé au conseil municipal de s'opposer au transfert automatique de la compétence PLU côté du 1er janvier 2021 à la communauté de communes du pays réuni d'Orange, demander au conseil communautaire de la CCPO de prendre acte de cette délibération et enfin autoriser M. le maire ou son adjoint à signer tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions? Je vous en prie. J'ai pas le micro. Je n'ai pas ouvert le micro. Non, il est là-bas, mais il n'y a pas de... Merci. Pourquoi refuser le transfert de compétences du PLU, vu que c'est Orange qui a la présidence de la communauté de communes? Et si le PLU était réalisé par la communauté de communes, cela aurait l'avantage d'un meilleur développement du service public du territoire. Par ailleurs, ça permettrait à Orange, Jonquière, Châteauneuf et Cadros de se mettre en cohérence. Et ça aurait peut-être permis d'avoir une cohérence avec Châteauneuf par rapport à la carrière du Lambordier ou aux différents problèmes agricoles. L'aménagement du territoire aujourd'hui ne se limite pas à la commune, bien entendu. Une opération sur Orange a automatiquement une interaction sur les villages alentours et inversement. Aussi, nous voterons contre ce dossier. Oui, plus que jamais, il me semble indispensable de coordonner les politiques d'urbanisation de notre territoire. Que chaque commune continue à appréhender personnellement son PLU relève d'une vision archaïque de la prospective territoriale. Dans votre raisonnement, dans votre vision archaïque de la prospective territoriale, dans votre raisonnement couvert de petits rentiers étriqués, vous êtes incapable de concevoir une logique haute isolationniste. Pour vous, 4 et 4 font et feront toujours 8, parce que vous ne connaissez que l'addition. Moi, je prétends que 4 et 4 peuvent faire 16 quand on les multiplie. On appelle ça la synergie. Ce qui distingue les chefs vaillants aux petits pieds et les grands visionnaires, c'est la conviction que ces derniers ont que le tout est plus que la somme des parties. Ainsi, il y a d'un côté le mesquin qui est capable de s'entendre avec la commune voisine pour construire une piscine intercommunale qui convienne à tous. Et de l'autre, il y a le sage qui construit une paix européenne durable avec son ancien ennemi et pose les bases d'une monnaie commune. Et puisque vous ne l'avez pas fait, je vais rendre ici solennellement hommage à notre ancien président, Valéry Giscard d'Estaing, décédé mercredi. Parce que je suis fondamentalement pro-européen et pour la paix, je retiendrai d'abord son action sur la construction européenne. Enfin, parce que je crois qu'un État ne devrait jamais imposer un ordre moral ou
ou se substituer à la liberté de conscience, je retiendrai la loi Veil, qui fut une grande avancée sociétale pour notre pays et pour les Français en particulier. Le micro. Le micro. Si j'étais maire, je ferais comme la plupart des maires de France, je voterais contre le transfert de compétences du plan local d'urbanisme à l'échelle intercommunale. Il est donc naturel que nous défendions ce principe, même si nous avons bien l'illusion sur l'usage que vous faites de cette compétence. De plus, pour que tel transfert puisse éventuellement être opérationnel, il faudrait qu'à l'échelle de la CCPRO, une réflexion sur un vrai projet de territoire puisse avoir lieu, mais vous êtes incapable de mener ce débat, puisque en juillet, lors de la première séance du Conseil communautaire, vous avez pointé cette absence de projet intercommunal, et votre fils m'avait répondu que ce débat aurait lieu en septembre, mais en septembre, nous n'avons rien vu. Donc ça, pour autant, nous retenons ce dossier. D'autres interventions? Alors, monsieur Marathon m'avait déjà posé la question en préparation de conseil. Alors, nous pensons que pour l'instant, les dossiers du PLU, c'est plus facile pour nous de les traiter directement sur la ville d'Orange. Il faut savoir aussi que tous les villages de la CCPO ont fait la même chose que nous, donc je ne vois pas l'intérêt qu'il n'y ait que Orange qui adhère à ce principe. Et ensuite, comme vous l'avez vu, il est possible pendant le mandat de revenir sur la décision. Donc nous, on pense qu'il n'y a pas le feu au lac, que c'est très bien comme ça. Si tu veux ajouter quelque chose. Yann veut parler, puis moi je vais aussi. Oui, chers collègues, premier point, il n'y a pas un seul plan local d'urbanisme intercommunal sur le Vaucluse et à mon avis même sur les départements limitrophes, il faudrait vérifier. Donc, et notamment, il doit y avoir même des maires du pays de votre coloration politique qui ont refusé le PLU. Alors, sont-ils aussi, je ne me rappelle plus encore de vos énièmes outrances, mais vous irez leur dire éventuellement, parce que ce qui s'applique à nous peut légitimement s'appliquer à vos amis politiques. Donc, c'est un non-sens. La vraie question, c'est de savoir si dans le monde actuel, dans le nouveau monde, qui ressemble quand même curieusement à l'ancien empire voulu par votre président de la République, on essaye de faire en sorte de respecter l'identité des communes. Ce qui n'empêche pas la synergie. Les présidents et vice-présidents d'Interco travaillent sur un projet de territoire ambitieux qui va avoir ses exigences, mais les choses prennent du temps. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'un outil, d'une strate supplémentaire, d'un PLU pour arriver à travailler. Ça, c'est la première chose. L'hommage à Valéry Giscard d'Estaing. Alors, en plus, c'est un jeune qui vous en parle, c'est une catastrophe. En fait, je ne veux pas salir la mémoire d'un homme, mais il faut critiquer quand même la gestion politique. Valéry Giscard d'Estaing, c'est quand même l'homme qui, sous sa présidence, nous n'avons plus un compte public voté à l'équilibre. C'est-à-dire que c'est la course à l'endettement. Et la course à l'endettement, c'est la course à la livraison au grand capital. Donc vous qui êtes toujours à attaquer les banques, en tout cas, il faut être cohérent, il faut aller jusqu'au bout. Bon, ça c'est la première chose. Valéry Giscard d'Estaing, c'est effectivement celui qui, en même temps qu'il met en place l'avortement, qui donc a causé la mort de 11 millions d'enfants depuis 1974, a permis l'arrivée de plus de 11 millions d'étrangers extra-européens par le regroupement familial, avec une politique de substitution de population, et ça revient un peu à ce que je disais la dernière fois, avec une guerre multi-ethnique qui se trouve sur le sol français, avec des tensions ethniques fortes. Ça, c'est ça la résultante de la politique de Valéry Giscard d'Estaing. Le désendettement, la crise identitaire et la paupérisation qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je comprends que vous chérissiez cela. Je pense que vous êtes de moins en moins nombreux à le vouloir. Nous ne le voulons pas, et c'est pour ça que nous nous battons politiquement contre ces politiques publiques mortifères pour notre pays et pour notre civilisation. Donc là-dessus, on ne sera jamais d'accord. Mais regardez les fruits de vos arbres. Hein. Vous verrez bien qu'il n'y en a rien de bon qui en est sorti. Et puis alors l'euro, venir défendre l'euro aujourd'hui, alors qu'on sait les conséquences dramatiques que ça a eu sur le pouvoir d'achat des Français, sur l'emploi, et sur l'emploi, et sur la compétitivité, et sur, vous allez peut-être finir par nous défendre les 35 heures, et que sais-je encore, parce que finalement on donne de gauche. Bon, alors comment on peut faire? Non, politiquement là, c'est bien, et on pourra en parler sur un autre point, de montrer à quel point derrière vos atours du nouveau monde, en fait, c'est la continuité de la destruction de notre pays et de notre civilisation qui est en marche. Voilà.
Oui, j'ajouterais qu'il y a une autre raison. On n'est pas du tout idéologiquement hostile à ce que se fasse cette structure, mais le problème de fond, c'est que nous vivons sous un régime totalitaire qui veut détruire les communes. Or, nous pensons que les communes sont la structure, dans le millefeuille administratif aberrant que nous avons en France, c'est la structure qui est la moins polluée, qui est la plus cohérente. Donc, nous sommes pour la défense de la commune. Or, l'État aujourd'hui veut transformer les maires en organisateurs de dépôts de gerbes au monument morts. C'est pour ça d'ailleurs que le dépôt de gerbes se multiplie au fur et à mesure que l'armée ne se bat plus pour défendre les frontières de la France, puisqu'on paye les envahisseurs pour qu'ils nous envahissent. Donc, on ne voit pas pourquoi on les arrêterait, on les essaierait de l'arrêter, puisqu'on les paye les donc, il y a ça, si on enlève le PLU aux communes, de concret, il ne restera plus grand-chose. Et c'est le premier point, mais le deuxième point, c'est que toutes les communes de notre interco étaient hostiles à abandonner cette dernière compétence efficace qu'ils ont sur la gestion de leur commune. En plus, l'argument d'ordonner les divers PLU des communes voisines ne tient pas, M. Baton. Elle ne tient pas pour nos ancêtres, c'est qu'il y a déjà le SCOT. Le SCOT est là pour le faire. Non, mais je t'ai laissé parler, donc tu me laisses parler. Je sais que c'est difficile, mais un peu de discipline ne peut pas nuire en société. Donc, le SCOT le fait, et par ailleurs, encore plus, nous avions proposé à l'intercommunalité, à la CCAOP, de faire un SCOT du bassin de vie d'Orange, dans lequel ils auraient été intégrés. Et là, c'était un niveau de cohérence à échelle humaine, et qui laissait les compétences des PLU aux communes, mais permettait de mieux harmoniser les divers PLU. Donc, ça correspondait tout à fait à la pensée que vous défendez. Justement, je dis qu'il doit y avoir communication entre les PLU de chaque commune. Mais la CCAOP n'y est pas favorable. Donc, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau de faire. On est dans une structure, le SCOT que nous avions, on était trop gros, donc il nous demande de faire un SCOT plus localisé et qui aurait été plus près des gens et plus près des problèmes locaux. C'est pas possible, c'est pas grave. Mais tout ça tombe. Sur l'archaïsme, moi je trouve que ce qui est archaïque, c'est ce qui est inefficace. Or, nous vivons dans une société, dans un monde où le prêt à penser est destructeur. Il détruit tout. Il détruit l'humanité des gens, parce que c'est la culture du bon plaisir individuel. Or, ce qui sépare une société vivante d'une société qui se meurt, c'est ça, c'est le sentiment d'appartenir à une société, avoir le souci du bien commun, ou bien mépriser le bien commun au profit du bien personnel immédiat. Donc, cette société est destructrice, elle crée de la pauvreté, elle crée du malheur, elle crée de la tristesse, elle crée du suicide, elle crée du malheur. Vous la défendez, c'est votre droit, nous sommes en démocratie. Mais nous qui défendons une société humaine, une société vivante, une société familiale, nous avons aussi le droit de le faire, et les fruits de notre conception de la société sont infiniment plus harmonieux et plus bénéfiques pour chacun de ceux qui y participent que votre société de mort. Donc, on pense qu'on fait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, et Dieu sait si ce monde est difficile. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Vous avez pu. Alors, contre, on a 3, 4, s'abstient. Ouais. Le reste est pour, je vous en remercie. Dossier numéro 12. Délibération de principe relative à l'aliénation de création des parcelles à cadastre section numéro 1502, 1505, 1508, 1510 et 1513, 6 lieux-dits Croze et Perron,
Sud au profit de M. Frédéric Auberti. Dans le cadre de l'orientation d'aménagement et de programmation, dite le Grenouillet, en vigueur, la commune a poursuivi l'acquisition de la parcelle cadastrée section BL numéro 37, 6 chemin de Kéradel, appartenant à M. Frédéric Auberti, et en a obtenu la maîtrise foncière suivant un acte de vente du 13 mars 2020. Lors de la négociation du bien utilisé, M. Frédéric Auberti a sollicité en contrepartie de cette cession de pouvoir acquérir des parcelles de terre cultivables pour faire potager. Aussi, il est proposé de céder à ce dernier parcelle communale à cadastre section P 1502, 1505, 1508, 1510, 1513, 6 lieux-dits Croze et Perron Sud, d'une contenante de 2154 m², au regard des motifs suivants. Les dites parcelles constituant tellement isolées en zone agricole au PMU en vigueur ne possèdent pas d'intérêt ou valeur agricole pour des exploitations citoyennes et à un environnement immédiat d'attaque. Le maintien de ces parcelles dans le patrimoine communal ne se justifie pas au regard de l'intérêt général. Il est donc demandé de préciser qu'une seconde délibération devra intervenir afin de préciser les conditions de l'aliénation, en particulier le prix, au vu de l'estimation du service de France Domaine, et autoriser la signature de l'acte de vente de M. le maire, et enfin autoriser M. le maire son adjoint à signer toutes les autres pièces inhérentes à ce dossier. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 13. Acquisition des parcelles à cadastre section BO numéro 57, 309-310, lot 1, et PV numéro 53 et 57, 6 boulevard à Bordaladière, appartenant à M. et Mme Jean-Louis Genet. Par délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 2004, visant la préfecture de Vaucluse le 18 novembre 2004, la ville a défini le principe de la politique locale de l'habitat qu'elle souhaite mener dans un périmètre stratégique englobant le centre historique et sa périphérie immédiate, en complément de son action sur l'habitat ainsi. La commune a instauré, suivant la délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 2013, visant la préfecture de Vaucluse le 20 décembre 2013, un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de la commission la cession de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de co-commerciaux. Alors, dans le cadre de son intervention en faveur du traitement de la requalification de l'habitat des quartiers de centre-ville, la municipalité mène notamment des opérations de restructuration du bâti afin de stopper le processus de dégradation, de permettre la production d'une offre de logements diversifiés de qualité, de préserver la diversité commerciale, de redynamiser le commerce de proximité. Au sein du dit périmètre, le secteur du boulevard Bordaladier est identifié en qualité de zone fragilisée à jeu, exposée à une dégradation du bâti, une déshérence commerciale et une spécialisation de ses activités commerciales. Ainsi, par courrier en date du 2 mars 2020, M. le maire et Mme Jean-Louis Genet ont proposé de céder à la ville les immeubles 6-1 boulevard Bordaladier, cadastre section BO 57 309 310, une contenance parcellaire globale de 82 m², à l'angle avec la rue Victor Hugo, et comprenant un local commercial vacant, c'est l'ancien snack bar Istanbul et un logement Vétuste. Une surface utile au total de 160 m² environ et une cave. 394 boulevard Bordaladier, section BV 53-57, d'une contenance parcellaire de 135 m², comprenant un local commercial vacant, un bar Le France et 4 appartements Vétus d'une surface utile totale de 255 m². La maîtrise foncière de ces parcelles permettant une mise en valeur patrimoniale, résidentielle et commerciale sur le linéaire stratégique visant à promouvoir une offre de logement diversifié de qualité, mise aux normes typologiques, logement, accessibilité. Assurer la dynamisation du commerce de proximité
dans un objectif de diversité de l'activité du commerce. Procéder à un règlement global des façades, y compris les devantures commerciales demandées. Alors, il est donc demandé au Conseil, le prix fixé de 252 000 €. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir décider d'acquérir les parcelles cadastrées section 57 pour 109 pour 110, BV 53-57, 6 boulevard Édouard Daladier, appartenant à monsieur et madame Jean-Louis Genet, aux conditions subventionnées. Dire que conformément aux dispositions de l'article 1042 du Code général des impôts, la dite transaction est exemptée des droits de mutation. Autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer toutes les pièces adhérentes à ce dossier. Des questions. Des questions. Oui. Ah. Il faut appuyer sur le bouton. Oui, donc par rapport à cette délibération, cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'opération que vous conduisez depuis 2013, de requalification de l'habitat dégradé du centre-ville. Lors du dernier conseil municipal, il s'agissait de l'acquisition de l'immeuble Blaise à l'angle de la rue Cartier de la rue de la République. Aujourd'hui, c'est les immeubles Genet à l'angle de la rue Victor Hugo et du boulevard Daladier. Le prochain conseil municipal, certainement une autre acquisition, on a l'impression d'être au jeu de monopoly. Ne voyant pas beaucoup de traces de cet objectif de redynamisation du commerce de proximité et de diversification de l'offre de logement, pourriez-vous nous faire un point dans lequel vous préciserez le nombre d'appartements achetés avec le nombre d'exécutés, le nombre des louables et le nombre des loués, le nombre des locaux commerciaux achetés, leur état, le nombre loués. Cette politique nous permettra de voir clair, car aujourd'hui la crise des dents, le constat, c'est la désertification croissante du cœur de l'île, malgré le nombre d'appartements et de locaux commerciaux qui appartiennent à la ville. Voilà, votre rapport tout de même. Oui, ça va être dans le prolongement de ces remarques. Effectivement, on peut observer qu'il y a beaucoup de verrues dans Orange qui n'ont pas bougé depuis 10 ans. Beaucoup de ces immeubles appartiennent à la mairie. Effectivement, un point nécessaire à ce jour, puisque vous avez des intentions très louables. Vous affichez toujours beaucoup d'intentions, mais on voit peu d'actions. Donc voilà, les questions, moi, ça serait plutôt sur le timing maintenant de tous ces travaux que vous allez engager. On ait une visibilité, puisque c'est quand même le rôle du maire d'avoir une vision pour la ville. D'autres questions? Pas d'autres questions? Tu as des éléments de réponse? Oui. Alors déjà, pour vous tenir peut-être un petit peu au courant, pas forcément. Pour l'instant, nous allons avoir à peu près une dizaine de logements qui vont être mis à la location, qui ont été renommés complètement. Il y a 2 commerces qui ont été maintenus, améliorés, et dans les commerces uniquement, il y en a 6 qui sont déjà en location. 2 rue Victor Hugo, rue Madeleine Foch, rue Henri Fabre, place du Parlement, 2 boulevard Daladier et Victor Hugo. Et à tout début d'année, 5 autres commerces vont ouvrir et vont être loués. Rue Notre-Dame, rue Victor Hugo et place du Parlement. Alors, il faut savoir quand même que monsieur le maire, au départ, sa politique c'était d'éliminer au maximum les marchands de sommeil, ce qu'il a très bien fait pour le moment, à savoir qu'il y avait des lots qui étaient assez dispersés, qui n'intéressaient pas grand monde. Et donc, il a continué à procéder dans ce sens-là, c'est-à-dire que maintenant, il a réussi à obtenir des lots de bâtiments 3, 4, 5 à côté, ce qui permet maintenant d'intéresser vivement les fabricants ou les réparateurs de construction dans le privé, les promoteurs immobiliers. Et là, nous avons, je pense, dans les prochaines années qui arrivent, de nombreuses restaurations de biens qui vont être faits. Mais il fallait simplement que M. le maire ait le temps de procéder par l'eau, parce que c'est l'eau maintenant qui commence réellement à intéresser le marché du privé. Alors, si vous voulez, le but de la mairie, c'est pas de réhabiliter tous les immeubles de la ville d'Orange pour devenir le premier promoteur immobilier de la ville. Je pense que M. le maire a fait restaurer les quelques appartements qui pressaient le plus.
Et là, je pense que dans les années à venir, je pense qu'il va céder ces lots de bâtiments au privé pour pouvoir les restaurer. Oui, pour ajouter une réflexion sur la vitesse et sur la désertification, tous les centres-villes de France se désertifient. C'est pas pour défendre la ville d'Orange que je vous dis ça, c'est parce que c'est la vérité. Et si tous les centres-villes d'Orange se désertifient, il y a des raisons. Et ces raisons, tôt ou tard, il faudrait y réfléchir. Et c'est à l'État de réfléchir, parce que c'est l'État qui, par la politique fiscale et par la politique d'emploi qu'on mène, qui fait que les centres-villes se détruisent. Oh, est-ce que vous avez la parole? Oh, quand on vous la donne, vous ne la voulez pas et vous coupez les orateurs. Allez, vous soignez. Laissez-moi vous répondre. Oh là. C'est pas vrai. Allez, la séance est suspendue. À la différence de ce que vous faites, la plupart d'entre vous, moi je ne lis pas de petits papiers. Non, ça marche plus. On l'a foutu en panne. Ça marche pas. Hein? Ça marche plus. Si, regardez, il s'en va. Ça marche. Allô, allô. Bon, alors. Non, mais c'est vrai que ça marche pas. Non. Bon, je vais choper le qui est de droit. Alors, à la différence de ce que font la plupart des élèves de position sur du papier, moi je ne lis pas, donc si on me coupe, ça perturbe le fil de mon raisonnement et je trouve que c'est très inélégant de couper les gens. Donc ce que je disais, c'est que effectivement les travaux vont lentement. Les travaux vont lentement parce que nous sommes en France. Et qu'en France, il y a une organisation de la vie publique et de la vie privée qui fait que les choses vont à leur allure. En Chine, les choses vont beaucoup plus vite. En Chine, ça va très vite. En Chine, vous allez en Chine, aujourd'hui, il y a un quartier qui est fait, qui vit. Vous revenez 6 mois après, le quartier est rasé. Le quartier est rasé, les HLM qui sont plantés, etc. Parce que la loi chinoise fait que l'État est propriétaire de tout et que donc quand il décide de raser un quartier, il avertit les gens qu'il rase le quartier et dans les 6 mois, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dans le quartier, ils peuvent rebâtir le quartier. En France, c'est pas comme ça. En France, les choses vont lentement et je rappelle à ceux qui me demandent ce que nous avons fait depuis que nous sommes élus, je leur donne un exemple, c'est l'avenue de l'Arc. Quand nous avons été élus, l'avenue de l'Arc était un trou noir, c'était l'enfer. C'était intraversable, et pourtant les touristes y passaient. Il nous a fallu pratiquement 25 ans pour acheter l'ensemble des bâtiments, obtenir les permis de construire, de détruire d'abord, obtenir les permis de construire, ça prend du temps, c'est comme ça. Donc ça prend du temps, ça prend beaucoup trop de temps, je suis scandalisé du temps que ça prend, mais on ne peut pas aller plus vite. Donc on va de notre part, autant que faire se peut, et qui a connu la ville il y a 25 ans, qui la connaît maintenant, pour peu qu'il soit honnête, voit la différence. Voilà, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier suivant, c'est le numéro 14. À toi. Opération revendement de façade 2021-2024. Modification du règlement. Face au succès des campagnes d'opération de revendement de façade précédentes, la ville d'Orange souhaite relancer un nouveau programme afin de poursuivre l'amélioration qualitative de la paix extérieure des bâtiments au sein d'un périmètre précis afin de rendre visible l'opération et d'améliorer le rendu visuel pour les Orangeois et les touristes. Ainsi, il est proposé de reconduire l'opération de revendement de façade
sur le même périmètre centre-ville, une centaine de villes, avec un taux unique de subvention de 25%. L'ensemble des modalités de l'opération sont précisées dans le règlement ci-joint. C'est une belle opportunité d'amélioration de la qualité de vie pour les Orangeats et un effort important pour l'attractivité de notre commune. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Oui, allez-y. Micro. Merci. Oui, monsieur le maire, en 25 ans, en effet, vous avez bien travaillé puisque vous avez réussi à construire Orange Ville, à laisser faire une plateforme de 56 000 mètres carrés à Jonquière, puisque vous avez laissé se développer tous les commerces à l'extérieur de façon à pouvoir vider le centre-ville, ce que vous avez très bien fait, je vous en félicite pas. Vous apportez l'aide aux restaurations des façades, c'est une très bonne idée, d'autant plus qu'il n'y a plus personne qui habite dans le centre-ville, et c'est une très bonne idée. Donc beaucoup de communes le font, ça c'est très bien. Cependant, l'initiative à Orange ne raconte pas un grand succès, pour exemple le centre-ville est vide. Alors vous devriez vous poser la question, pourquoi ça ne remporte pas un grand succès? Nous ne savons qu'il y a deux raisons principales, on va vous aider pour ça, pour que vous puissiez le modifier. La complicité du dossier, qui demande de subvention qu'il faut déposer, après un accord du permis de construire, ce qui veut dire qu'il faut faire à l'avance des frais, la réalisation de dossier, sans être certain d'obtenir la subvention. Oui, c'est sympathique. Oui, bien sûr, parce que les gens ne s'adressent pas aux professionnels. Attends, vous répondrez après, parce que vous nous empêchez de vous répondre. Dis-lui de ne pas te couper la parole. Le plafonnement de la subvention, également, vous dites que vous donnez 25% de subvention. Ce qui est faux, absolument faux. Parce que quand on fait une façade, on en a pour 45 000 € à peu près. Si vous donnez 25%, cela ferait aux alentours de 11 000 €. Seulement, vous plafonnez à 4 500 €. Donc, automatiquement, les gens, ils abandonnent et ils laissent tomber. C'est pas comme ça que vous allez mettre en valeur le centre-ville et relancer le bâtiment. Bien entendu. Enfin, seulement 5 façades dans l'année sur les milliers de façades qu'il y a dans le centre-ville ont été restaurées. Et l'année dernière, c'était 6. Alors, vous voyez un peu le succès de cette restauration des façades. Franchement, changer de politique et puis arrêter de nous construire des supermarchés à l'extérieur de la ville. Je vous remercie. Oui, je me joins au propos de Bernard Baton, mais je souhaiterais quand même poser une ou deux questions. En fait, il y a le nombre de dossiers déposés et il y a le nombre de dossiers subventionnés. Donc en fait, je voudrais savoir quelles sont les raisons qui ont conduit à ce qu'un nombre de dossiers soit refusé. Et quel accompagnement jouent les services municipaux pour pouvoir permettre que ces dossiers éventuellement soient redéposés. Ensuite, vous avez évoqué avec une certaine fatalité la mort des centres-villes, qui n'est pas un phénomène spécifiquement orangeois. Je peux en convenir dans la mesure où on pourrait dire que c'est un problème spécifiquement français, puisque nos voisins européens n'ont pas les mêmes problématiques, parce qu'ils n'ont pas les mêmes installations des grandes surfaces, en fait. Il n'y a pas le même nombre de grandes surfaces en Allemagne, en Italie ou dans d'autres pays. Et donc, effectivement, l'installation des grandes surfaces a contribué à la mort des centres-villes. Mais quand on est en responsabilité, on peut aussi contribuer à limiter le nombre d'installations, l'installation des grandes surfaces, où on les limite, ou on les favorise. Donc, en fait, vous avez choisi de continuer à installer des grandes surfaces sur Orange. Donc, voilà. Donc, la réalité, elle est plus contrastée que ce que vous la présentez. Je vous remercie. Plus d'interventions. Tu as dit quelque chose à dire, Denis? Moi, je trouve que les
remarque parce que j'estime que, bon, vous dites que 4500 € c'est le maximum, mais c'est déjà bon à prendre. Il y a des villes qui font rien, il y a des villes qui font peut-être un peu plus. Nous, on estime que c'est une bonne moyenne, et que vous dites, si les orangeois ne veulent pas refaire leur façade, on va peut-être pas tous les obliger, on essaie de travailler une concertation, et sachez que sur les dossiers, il n'y a pas que la mairie qui peut répondre, il y a les bâtiments de France qui répondent sur l'esthétique des façades. Si les dossiers sont refusés, c'est que des fois, éventuellement, les gens ne veulent pas aller au bout ou ils changent d'avis, il y a de multiples raisons. Donc il ne faut pas systématiquement accuser la mairie d'Orange de tous les mots. Alors, d'abord, on va essayer de voir. Oui. Oui. Alors, chers collègues, moi je suis un natif orangeois, donc j'étais tout petit quand vous étiez adjoint, monsieur Baton. Donc je faisais le tour d'Orange, c'était moche, tout le monde disait que c'était moche quand c'était votre gestion. Et le pire du plus moche de ce qui a été Orange, ce que vous avez laissé construire, à savoir le Palais des Princes. Merci Jean-Pierre. Et on est passé pour ridicule dans tout le département et même autres, parce que vous avez laissé sortir cette verrue immonde. Voilà. Donc donner aujourd'hui, et c'est tellement moche ce que vous avez laissé, que les gens encore aujourd'hui disent ah comment c'est beau, moi je me rappelle d'Orange, c'est des gens qui ont mon âge, hein, 30, 40 ans, etc. C'est tellement laid ce que vous avez fait, ce que vous avez laissé quand vous étiez élu. Non, mais c'était tellement laid ce que vous aviez fait quand vous étiez élu, que le travail qui a été fait par les majorités successives sous Jacques Lombard ont toujours été félicités. Voilà, c'est dire si un petit peu on voit aussi une forme de succès, parce que c'était tellement mauvais ce que vous aviez fait. Que bon. Le deuxième point, sur la question des commerçants et des grandes surfaces. Ce point a déjà été relevé un certain nombre de fois. Nous avons une zone commerciale qui était jusqu'alors très dynamique et qui commence à souffrir au Pondé, dans le Vaucluse, et qui faisait énormément de mal. La stratégie du maire, il y a 10 ans, ça avait été effectivement de créer Orange des Vignes pour éviter que, en tout cas pour relocaliser sur Orange une partie de la CFE qui du coup et des taxes qui allaient avec au Pondé. Bon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Pondé souffre quand même, ça tous les experts le disent, et Orange des Vignes progresse, donc ça veut dire que c'est quand même de la richesse orangeoise qui est créée. Vous voulez nous faire régler la quadrature du cercle, vous expliquez qu'il n'y a pas assez de développement économique, et quand on en fait, vous estimez que c'est pas bon, que ce soit les carrières, que ce soit les zones commerciales, que ce soit, je préfère que ça soit consommé à Orange, et que donc Orange récupère des impôts. Maintenant, ce qui se dit de plus en plus dans les milieux de la grande surface, c'est qu'ils vont justement réinvestir les centres-villes tellement ils souffrent de la grandeur de leur zone. Donc on a peut-être été effectivement un petit peu trop en avance sur Orange des Villes, mais manifestement je préfère quand même que les rentrées fiscales se fassent à Orange qu'au Comté, même si effectivement le mieux ce serait la France qu'on a connue dans les années 60 ou 50, moi j'ai connu, mais qui effectivement où il y avait 10 ou 20 bouchers dans le centre-ville, etc. Mais tout ça, ça a été détruit par les socialistes, par les écolos, par les libéraux. Oui, vous êtes vexés parce que vous faites des choses moches, vous avez un bilan, c'est pas rien, monsieur Baton. Donc du coup, ça c'est fait. Voilà. Oui, j'ajoute, M. Baton, que c'est bien malvenu de notre part de nous parler d'Orange des Vignes. Parce que M. Labbé avait fait 2 études sur le développement économique de la ville d'Orange auprès de la CCI. Et moi, j'en ai fait une 3e en arrivant. Et les 3 études disaient que ce qui manquait au commerce orangeois, c'était de grandes enseignes. Et la seule manière de faire de grandes enseignes, c'est de faire une ZAC. Donc nous l'avons fait sur les conseils de la CCI, et nous l'avons fait alors que déjà le centre-ville avait été amélioré, des milliers de places de parking avaient été faites, la ville était embellie, et donc le centre-ville pouvait résister. Alors qu'avant, effectivement, quand on fait dans une ville qui est dégoûtante, qui est sale, qui est puante et qui est insécurisée, puisque les policiers sous M. Labbé avaient le droit de se promener rue de la République. Dès qu'ils allaient ailleurs, on leur disait mais c'est dangereux, n'y allez pas. Alors quand on met une politique comme ça, la désertification est automatique. Elle est automatique. Et c'est vous qui l'avez faite avec vos prédécesseurs aussi. Bon, ceci étant dit, Jean-Pierre
Si Jonquière fait une ZAD, si Courthézon fait une ZAD, c'est pas la faute au maire d'Orange. Ça a été lancé avant que je sois président de la CCPO, et de toute façon, je vais plus loin. Je vois pas de quel droit je dirais à une commune, ne faites pas de développement économique, parce que ça va polluer le centre-ville. C'est pas de ma compétence. Chaque commune a les responsabilités de la gestion de sa commune. C'est ce que je défends, et c'est ce que tous les maires actuels de l'Interco défendent. Hein, et on travaille pour le bien commun, la main dans la main, et non pas avec des reproches qui ne tiennent pas debout. Alors, après, plafonnement de subvention. Oui, on plafonne de subvention, parce que chez les gens qui travaillent en façade, il y a des gens qui ont de petits appartements, et donc une retraite importante, puis il y a des gens qui ont des grands trucs, qui sont riches et qui ont moins besoin qu'on les aide. Hein, et je m'étonne que vous ne compreniez pas, que vous ne soyez pas d'accord avec ça. Par contre, se pose un autre problème, c'est l'entretien des maisons qui ont du caractère, et là, on se pose des questions pour savoir si on ne va pas être plus directif, parce qu'il est évident qu'il y a des maisons très, très grandes esthétiques d'Orange qui souffrent, et il faudrait que les propriétaires fassent leur travail. Or, pour le moment, nous n'avons pas les outils. Il y a une loi qui permet d'imposer des gens à réflexion tous les 10 ans, mais elle est sous la compétence du préfet. On lui a demandé, pour le moment, il n'a pas répondu. Pour en répondre à madame sur les causes de la mort du centre-ville, il y a une cause que vous n'avez pas parlé. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas parlé. Mais vous savez, quand on veut développer la location de qualité, il y a des règles, il y a des lois à faire. Si les propriétaires sont désavantagés vis-à-vis des locataires, c'est aussi dramatique que quand les locataires sont trop désavantagés vis-à-vis des propriétaires. Or, aujourd'hui, les propriétaires n'ont plus envie de louer. Ils n'ont plus envie de louer parce que les lois font qu'ils ont moins d'avantages, moins d'intérêt à louer que de ne pas louer. Et dans ce contexte-là, s'ils ne louent pas, il est bien évident qu'ils ne vont pas entretenir leur maison. Hein, ils la laissent aller à l'abandon. Donc, c'est les lois faites par l'État qui n'incitent plus les locataires à faire de la qualité, les propriétaires à faire de la qualité, et qui font que les centres-villes se désagrègent. Et ça, changer la loi, ce n'est pas de la compétence de la ville, c'est de la compétence de l'État, mais hélas, l'État délire la plupart du temps au lieu de travailler pour le bien commun. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 15. Approbation du règlement local de publicité, RLP, sur l'ensemble du territoire de la commune d'Orange. On ne va pas le lire, hein, ils l'ont lu. Hein. Donc, si vous voulez, nous on a appuyé sur ce dossier le fait qu'on allait réduire la densité des panneaux publicitaires, on allait réduire la surface, et ensuite on allait réduire sur les panneaux lumineux. On a décidé que de 10h du soir à 7h du matin, il devrait être éteint. Donc, par contre, la loi impose je crois, de 1h du matin à 6h du matin. Vous voyez qu'on est allé plus loin que ce que nous demandait réellement l'État. Il y a des questions? Allez-y. Oui, la réglementation relative à la publicité aux enseignes et préanciennes s'inscrit directement dans un objectif de protection du cadre de vie, dans le but de concilier liberté d'affichage avec la protection de l'environnement et notamment du paysage, qu'il soit naturel, bâti, urbain, périurbain ou rural. Donc nous sommes très favorables à ce dossier. J'en profite pour ajouter quand même que quand on me dit que parfois je pose des questions qui ne sont pas liées au rapport, j'ai posé une question tout à l'heure sur les dossiers déposés et se refuser sur le règlement de façade et vous n'avez pas répondu. Merci. Je vous remercie de ne pas m'avoir donné la réponse, de pouvoir répondre à vos mensonges, monsieur Yann Lombard. En ce qui concerne le dossier de publicité,
C'est un très bon dossier qui a bien été réalisé par le bureau d'études et je vous félicite là-dessus d'avoir choisi le bon bureau d'études. L'implantation de la publicité va être terminée dans 6 zones. 2 vont être interdites, une hors agglomération, alors là ça fait déjà pas mal de panneaux, et une à la colline. Et 2 vont être très réglementées, le centre-ville et les abords. 3 objectifs principaux sont prévus: réduire l'emprise de la publicité, élargir la zone du centre historique, interdire tout affichage publicitaire sur les franges urbaines. C'est une amélioration par rapport au dossier de 1999. D'ailleurs, il faut souligner que vous ne le faites pas respecter, malgré que cela soit dans votre compétence cette fois, rien à voir avec le préfet. Par exemple, le mobilier urbain doit avoir uniquement un caractère publicité générale et locale, et vous ne le faites pas respecter. Les anciens ne doivent pas dépasser le toit et occuper plus de 25% de la façade, et vous ne le faites pas respecter. Il doit y avoir un minimum de 22 mètres carrés de panneaux publicitaires pour les associations, et je ne suis pas certain qu'il y soit. Les panneaux lumineux et les panneaux 3x4 autour du Atlantique et de la mairie sont interdits, vous ne le faites pas respecter. Pour Toul, mairie, etc. Suite à ce nouveau rapport, allez-vous vous mettre en conformité d'abord pour vos propres panneaux? Il est sûr que vous devez montrer l'exemple, c'est évident. Et là-dessus, on n'est pas certain que l'exemple soit bien fait. Pour les panneaux mis en place par les privés, cela représente environ 50% du nombre de panneaux que la commune doit enlever ou modifier. Allez-vous mettre en place un service à l'année pour s'occuper de vérifier et mettre tout le monde en conformité et avec un planning d'exécution? Je n'ai rien vu de tout ça pour le moment. En conclusion, cette réglementation est intéressante, mais allez-vous la faire exécuter? Allez-vous être exemplaire? Et je finis par une petite remarque. Quand j'étais à la mairie, de l'autre côté, j'avais installé 7 panneaux à l'entrée de la ville, en provençal. Et vous êtes empressé de les enlever dès qu'on va arriver, et alors que vous déclarez partout que vous êtes pour la culture provençale, que vous êtes pour les gens d'ici. Voilà encore une contradiction de plus par rapport à votre parole et à vos actions. Alors, ce nouveau rapport, veuillez nous permettre d'avoir un grand doute sur son application. Je vous remercie.